Bonjour à tous et bienvenue dans le séminaire, la série de webinaires de l'Institut géopolitique de l'ESCP. Le webinaire d'aujourd'hui est centré sur le budget européen, ou plus précisément la négociation du prochain cadre financier pluriannuel qui sera adopté pour 7 ans et s'étendra de 2028 à 2034. Un projet de budget record de 2 000 milliards d'euros a été proposé, augmentant ainsi les fonds pour l'agriculture, la compétitivité et la défense. Alors que le budget européen provient à 70% des contributions nationales, cette négociation du budget européen intervient à un moment de fragmentation géopolitique accélérée. Dans ce contexte, le budget devient un test politique. Les États membres parviendront-ils à dégager des lignes communes ambitieuses, traduisant d'une vision stratégique partagée? Ou assistera-t-on à des compromis à minima, reflétant des divergences sur la politique étrangère, l'autonomie stratégique, la transition climatique ou les priorités industrielles? Pour analyser ces dynamiques complexes qui mêlent stratégie politique, levier économique et enjeux sécuritaires, nous avons le plaisir de recevoir deux experts. Donc tout d'abord, Nicolas Jean Bréon. Merci d'être avec nous. Nicolas Jean est économiste, conseiller budgétaire de la Fondation Robert Schuman et conseiller honoraire au Sénat. Il est spécialiste en finances communautaires et publie régulièrement dans les médias et journaux spécialisés sur ces sujets. Par exemple, il a récemment publié dans le magazine en ligne Slate un article intitulé Budget 2026, un enjeu d'équilibriste inédit et passionnant entre le gouvernement et le Parlement. Il nous en parlera plus avant dans quelques minutes. Nous sommes aussi très heureux de recevoir parmi nous M. Jérôme Kriel. Jérôme Kriel est professeur d'économie à l'ESCP et directeur du département des études de l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques. Jérôme est un macroéconomiste, spécialiste de questions budgétaires et européennes. Il intervient régulièrement sur ces questions dans les médias, lors de conférences ou au travers d'articles académiques. Citons par exemple l'un de ses récents articles publiés dans l'OFCE Policy Brief, La gouvernance économique européenne depuis 2020, quel agenda pour les politiques budgétaires et monétaires pour la prochaine législature? Comme d'habitude, nous allons commencer ce webinaire par laisser nos invités participer par des interventions courtes d'une quinzaine de minutes. Nous allons commencer par Monsieur Bréon qui va ouvrir ce webinaire en nous donnant des éclairages avertis sur le fonctionnement et la spécificité des négociations. Puis, Monsieur Kriel partagera quelques chiffres et informations de cadrage sur la négociation financière. Il apportera son expertise sur les questions et enjeux que pose ce budget. Leur analyse croisée permettra d'articuler contraintes macroéconomiques, logiques institutionnelles et dynamiques géopolitiques. Bien entendu, et comme à chaque fois, il y aura ensuite un temps pour les questions et le débat qui seront modérés par mon collègue et co-directeur de l'Institut géopolitique, professeur Maxime Lefebvre. N'hésitez pas à écrire vos questions dans l'onglet ci-dessous, Q et R, questions et réponses. Même pendant les premières discussions, elles seront prises en compte par la suite. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Bréon qui va débuter ce webinaire dont je rappelle le titre, Une négociation à 2 000 milliards d'euros, les enjeux du prochain cadre financier européen 2028-2034. C'est à vous. Merci à tous. Bonjour à tous. Je ne vous vois pas, mais vous êtes certainement très nombreux. Alors, je présente en effet cette négociation avec mon expérience d'une négociation que j'ai suivie de très très près, qui était celle de l'avant-dernier cadre financier. J'étais vraiment dans l'affaire et j'ai vu comment ça se passait. Alors, je vais donner trois caractéristiques. La première, qui est un peu une caractéristique qui ne vous étonnera pas, qui est l'importance cruciale, absolument cruciale, du CFP. Crucial par ses montants et crucial parce que c'est le moment où les tensions sont maximum. Les tensions entre États membres, il n'y a pas de sujet plus ambitieux et plus conflictuel que le cadre financier pluriannuel. C'est un moment de grande tension. Importance financière que l'on peut tout de même relativiser, parce que vous savez que quand on parle de chiffres, il y a toujours deux façons de le présenter, soit en dramatisant, soit au contraire en tempérant.
L'exemple le plus connu, c'est la PAC, 100 euros par habitant par an, ou alors 100 milliards en 20 ans, 1000 milliards en 20 ans. Donc ce sont deux chiffres tout à fait exacts, mais de la façon de le présenter. Et là, on peut faire la même chose. 2000 milliards, c'est énorme. Le budget annuel à 290 milliards annoncé pour 2028 ne représente en réalité que 2 fois le déficit du budget de la France. Donc il y a toujours deux façons de présenter les choses. Alors, première caractéristique, c'est l'importance. Deuxième caractéristique, c'est une négociation tout à fait typique, tout à fait particulière, dans laquelle les États ont la main. D'ordinaire, l'initiative de la Commission est capitale pour faire adopter la législation. Là, dans l'espèce, l'initiative de la Commission, la proposition de la Commission est importante sur le plan politique, puisque c'est elle qui va définir les rubriques. Donc, en termes politiques, c'est important. En revanche, les masses sont décidées par les États. C'est une négociation entre États. Pour deux raisons. Par l'intérêt financier et pour une question juridique que vous savez peut-être qui est absolument essentielle. Le CFP est décidé à l'unanimité. Ça change absolument, considérablement toute la donne. Troisième caractéristique qui en découle, c'est un moment de grande crispation. J'en ai parlé, mais il faut savoir que la négociation se passe en plusieurs étapes. La première étape, la proposition de la Commission. La deuxième étape, on est dedans la négociation entre États membres, où on déblaye les sujets. Et la troisième étape, la plus importante, le déblocage, parce que tout est bouclé. Tout est bouclé avant cette négociation, avant la phase de recherche de l'adoption du CFP, tout semble bouclé. Et la troisième phase est la phase de conclusion du Conseil, qui est un moment de crispation énorme. Toute la presse qui ne suit pas tout à fait bien, qui ne connaît pas toujours ces questions, pense que l'affaire est foutue, que jamais l'Union européenne n'arrivera à conclure le CFP. Dans tous les CFP qu'il y a eu, toute la presse a dit on va à la catastrophe. Non, c'est un moment crucial de crispation énorme, mais qui s'arrange toujours, enfin, dans les cris, dans les pleurs, dans les aménagements, dans les cadeaux que l'on donne aux autres, les uns aux autres, mais on sait que de toute façon, le CFP sera adopté parce que pendant 7 ans, on est tranquille. Mais avant d'être adopté, il y a un moment de grande crispation. Alors, j'ai parlé des étapes. Première étape, proposition. Deuxième étape, la négociation entre États. Troisième étape, les conclusions du Conseil. Quatrième étape, l'aménagement après qui est lié à l'autorisation du Parlement, l'approbation du Parlement. Et cinquième étape, la publication du règlement du CFP à l'unanimité. C'est la troisième caractéristique, la crispation. Et la quatrième caractéristique, c'est ce que, en termes diplomatiques, et M. Lefebvre le sait bien, ce que l'on peut appeler une grande conscience, le terme est joli, vous allez voir, une grande conscience de ses intérêts budgétaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une négociation budgétaire, on parle argent. On parle argent, on parle contribution, on parle contribution nette, et chacun fait ses calculs.
Il faut oublier, il y a une partie politique qui est la dimension européenne, la construction européenne, mais dans le CFP, j'allais dire, c'est un peu trivial, mais on parle pognon. Et les tensions se font et donc chacun arrive avec ses chiffres. Les chiffres, comme je l'ai indiqué tout au début, chacun prend les chiffres qui lui plaisent, les années de référence qui lui plaisent, mais chacun arrive avec ses données chiffrées. C'est ce qu'on appelle une grande conscience de ses intérêts budgétaires, de ses intérêts financiers. Contribution brute, contribution nette, on y reviendra, je pense, dans le débat. Je pense que j'ai fait mes 15 minutes, j'ai encore un peu de temps. Non, voilà, ça doit être bon. On peut passer effectivement à Jérôme, Jérôme Krill. D'accord. Ben, merci de votre invitation à contribuer à ce débat. Je vais essayer de partager mon écran. J'imagine vous me direz si vous le voyez. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Hop, Si, ça pardon. marche, c'est bon. Ça marche, mais je peux pas le bouger. Alors, je vais Ah. changer. Excusez-moi, toc, on va faire autrement. J'en ai pour une seconde. Normalement, ça marchait tout à l'heure, donc ça va remarcher. Il n'y a pas de problème. Hop, hop. J'imagine que cette fois-ci, vous voyez à nouveau. Oui. Et cette fois, et cette fois, et cette fois, j'ai ça et ça marche. Et voilà, donc allons-y. Merci beaucoup à nouveau. Donc voilà, je vais faire un bref rappel des enjeux un peu macroéconomiques de cette négociation. Il a été question de différents éléments de la négociation. Moi, je voulais déjà rappeler une chose, mais qui est connue de tous, hein, c'est que vu qu'on va parler d'argent ou de pognon, on va aussi parler des politiques budgétaires nationales, hein, qui restent tout à fait limitées dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance. Donc là, ce soir, on va discuter du budget européen, qui est une partie finalement assez limitée des questions budgétaires européennes. Les principales questions budgétaires européennes se résolvent au niveau des États au travers de leur seule politique budgétaire nationale. Donc ça, c'est un point qu'il faut jamais oublier. Et malgré l'existence de ce budget européen, ben, on continue d'avoir une sorte de péché originel de l'Union européenne, avec une gouvernance économique en Europe qui marche sur 28 jambes. On a une banque centrale européenne et on a 27 États membres qui chacun poursuit sa propre politique budgétaire, certes limitée par le pacte de stabilité et de croissance, mais qui peut très bien dévier de la trajectoire et avoir, comme la France, un déficit public bien plus élevé que la limite espérée de 3%. Et puis, on n'a toujours pas de prêteurs en dernier ressort pour nos gouvernements, ce qui distingue aussi la situation européenne de celle des États-Unis d'Amérique, qui à la fois ne marchent pas sur 28 jambes, les États-Unis d'Amérique, mais sur 2 jambes, et qui ont en plus une réserve fédérale des États-Unis qui joue le rôle de prêteur en dernier ressort de l'État fédéral américain et qui contribue à faciliter le financement des dettes américaines, ce qui, nous, ne nous arrive pas. Alors, je ne suis pas là pour parler du pacte de stabilité et de croissance, j'ai bien compris. Ce que je voulais quand même commencer par noter, c'est que le budget européen, notamment par les montants, ne peut pas compenser les contraintes budgétaires qui sont imposées au niveau national. Je voulais aussi immédiatement donc relativiser un peu les chiffres qui ont été évoqués dans l'annonce de notre réunion ce soir, de notre débat ce soir, pour juste dire, hein, que l'ensemble du déficit public des États membres de l'Union européenne en 2025 s'établit à 620 milliards d'euros, c'est-à-dire 3,4% du PIB de l'ensemble de l'Union européenne, que le montant total des dépenses des États membres de l'Union européenne en 2025 s'établit à plus de 9 000 milliards d'euros, soit 51% du PIB de l'Union européenne. Et là, on va discuter ce soir d'un budget prévisionnel de près de 2 000 milliards d'euros, mais qui s'établit sur 7 ans et qui correspond effectivement, comme il a été dit juste précédemment, à 285 milliards d'euros, soit à peine 1,5% du PIB de l'Union européenne. Donc, on parle de montants sans doute importants, mais qui sont finalement assez faibles par rapport au montant de dépenses publiques des différents États membres. Alors moi, je voulais
commencer aussi par rappeler la structure du budget de l'Union européenne sur l'actuelle mandature, donc la programmation pluriannuelle actuelle 2021 à 2027, qui s'est établie à un montant de 1000 milliards d'euros. J'ai compris qu'on parlait de 2000 milliards, donc on dirait qu'on a doublé le montant du budget européen. Cet actuel budget européen de 1000 milliards d'euros, comme vous pouvez le constater, se partage assez équitablement entre deux grands postes de dépenses. D'un côté, la politique agricole commune, qui s'appelle Natural Resources and Environment, qui fait un tiers du budget européen actuel. Et puis de l'autre côté, en bleu, vous avez la politique de cohésion, qui va faciliter le rattrapage des régions en retard de développement ou des pays en retard de développement, et dont la part dans le budget total s'établit à peu près un tiers du budget également. Et puis, les questions d'innovation, de digitalisation, de marché unique, dans le budget actuel, ne représentent que 12% des montants alloués dans le cadre du budget de l'Union européenne. La proposition de la Commission européenne, proposition qu'elle a faite en juillet 2025, porte donc effectivement sur un budget beaucoup plus large, de près de 2000 milliards d'euros, dont vous voyez ici la proposition de répartition. Donc c'est bien une proposition de la Commission qui donne lieu déjà à des négociations entre les États membres. Et comme vous le constatez dans cette proposition, il y a un montant d'un peu plus de 1000 milliards d'euros qui sera alloué à un poste assez large qui s'appellerait le poste cohésion économique, sociale et territoriale, agriculture, ruralité et prospérité maritime. Donc un poste de dépense dans lequel, pour la première fois à ma connaissance, on va rassembler ce qui constituait jusque-là les 2 tiers du budget européen. Donc déjà, ils sont rassemblés, ce qui pose la question de l'affectation des dépenses vers ou bien la politique de cohésion ou bien la politique agricole. Donc ça, c'est une première chose qui va forcément créer des tensions parce que la France bénéficie prioritairement des dépenses au titre de la politique agricole commune. Recevant la proposition de la Commission, j'imagine qu'elle s'est un peu posé la question de savoir où était le budget de la PAC qui lui serait alloué dans cette proposition. Et puis ce qu'on constate aussi, c'est que la répartition globale, dans la proposition en tout cas, est profondément modifiée. Il n'est plus question de 2 tiers du budget alloué à la cohésion et à l'agriculture, mais d'une grosse moitié du budget. Comme vous pouvez le constater, le rapport Draghi a sans doute eu un impact puisqu'il y aurait des fonds considérablement plus élevés alloués aux questions de compétitivité, de prospérité et de sécurité, c'est 600 milliards d'euros. Alors comment se fait-il qu'on ait pu passer d'une programmation pluriannuelle sur la mandature actuelle de 1000 milliards d'euros à une proposition de 2000 milliards d'euros? Alors, il me semble, et c'est pas une certitude, on est là pour en discuter, que la Commission européenne a décidé en quelque sorte de tenter de prolonger l'épisode de Next Generation EU. Next Generation EU, c'est un programme d'investissement de 750 milliards d'euros annoncé en juillet 2020, agréé en décembre 2020, qui a commencé d'être dépensé à partir de 2021 et prendra fin en termes de dépenses à la fin de l'année en cours 2026. Et donc ces 750 milliards d'euros se sont ajoutés aux 1000 milliards d'euros de l'actuel budget européen. Next Generation EU a toutes sortes de spécificités. C'est pour moitié des subventions, pour moitié des prêts alloués aux États membres. Et donc, il me semble, et je pense qu'on pourra en discuter, que la Commission européenne considère que ce qui a été fait pendant la pandémie pourrait continuer d'être fait dans les prochaines années. Alors, comment est-ce que ça marche, Next Generation EU? De façon assez particulière dans la mesure où c'était supposé répondre à un événement tout à fait exceptionnel, la pandémie qui nous a touchés en 2020-2021. Et du coup, on a vu la Commission européenne proposer d'allouer des fonds, de nouveaux fonds européens en priorité
aux États membres les plus touchés par la pandémie, au premier rang desquels figuraient l'Espagne et l'Italie. Donc c'est une nouvelle façon d'élargir les préconisations du budget européen en faveur d'une politique de cohésion renforcée et en faveur de la défense d'un certain nombre de biens publics européens, dans la mesure où ces 750 milliards d'euros doivent être dépensés prioritairement dans la transition écologique et dans la transition digitale et dans une effective politique de cohésion. Mais comme vous le constatez, 20% des fonds sont alloués prioritairement à l'Espagne, 20% des fonds sont alloués prioritairement à l'Italie, l'Allemagne recevant 7,5% des subventions, pendant que la France recevait 11% des subventions. Comment ça marche, Next Generation EU? Parce que si je vous en parle, c'est que j'ai le sentiment, alors c'est peut-être plus qu'un sentiment, que la Commission européenne souhaite qu'on négocie sur 2000 milliards d'euros en ayant un budget de taille à peu près similaire à celui qu'on a aujourd'hui en incorporant Next Generation EU. Et donc, si cette idée est juste, la question qui se pose est celle de savoir est-ce que Next Generation EU a, en bon français, délivré. C'est de l'anglais, je suis désolé, c'est un anglicisme. Donc, est-ce que Next Generation EU a fonctionné? Alors, c'est extrêmement difficile de le dire dans la mesure où Next Generation EU est en cours, que les fonds alloués continuent d'être déboursés. Mais je voulais juste vous montrer ce graphique qui raconte quelques histoires. D'une part, la première histoire, c'est que l'appropriation des fonds par les États membres n'était que graduelle. Donc, dans le cas, par exemple, de la France, la première barre à droite, la France s'est vue allouer 40 milliards d'euros au titre de Next Generation EU et en septembre 2025 avait reçu un peu plus de 75% des fonds qui lui avaient été alloués en conformité avec le calendrier prévisionnel. Si on se déplace un petit peu à droite, on va voir l'Italie. L'Italie qui, au titre de Next Generation EU, va recevoir 194 milliards d'euros au titre à la fois des subventions dont je parlais tout à l'heure, mais aussi des prêts qui sont consentis. Et en septembre 2025, l'Italie avait reçu presque les 3/4 des fonds qui lui étaient alloués en totale conformité avec le programme, le calendrier prévisionnel. Et puis, on se déplace un tout petit peu encore un peu plus sur la droite, la cinquième double colonne, l'Espagne. Et là, ce que vous constatez, c'est que si l'Espagne a bel et bien reçu, près de 70% des subventions qui lui ont été allouées, elle n'a à ce jour, donc en septembre 2025, elle n'avait à ce jour réclamé que 20% des prêts qui lui étaient consentis. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Je veux dire que il se trouve que Next Generation EU a rencontré des graves problèmes d'absorption par les États membres. On a communiqué sur des montants totalement importants de 750 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Union européenne à 27, mais in fine, on va constater qu'entre 80 et 100 milliards d'euros proposés en juillet 2020 ne seront jamais dépensés au titre de Next Generation EU. Et donc, on peut continuer de vouloir discuter, d'avoir des négociations sur les 2000 milliards d'euros. Ce qu'il faudrait que l'Europe soit capable de faire, c'est de dépenser effectivement les fonds qu'elle met à la disposition des États membres. Et je mets ça dans la discussion. Je voulais juste continuer en rappelant donc cette programmation pluriannuelle de la Commission européenne qu'elle a elle-même proposée en juillet 2025 et qui fait négociation aujourd'hui, pour indiquer que si on regarde un petit peu dans les détails, les fonds qui seront alloués à la politique de cohésion et à l'agriculture ne s'établiront qu'à hauteur de 865 milliards d'euros pour 7 ans, ce qui va forcément poser de graves tensions et crispations, comme il a été dit avant, entre les États membres. Est-ce que la France va subir une nationalisation, une volonté de renationalisation de la politique agricole commune par la Commission européenne, ou sera-t-elle en mesure de négocier pleinement ses propres intérêts, à voir l'Union européenne contribuer au financement de l'agriculture européenne? Telle est la question, et c'est ce genre d'informations insuffisamment précises qui va générer des tensions et des crispations entre les États membres. Je vais faire vite, juste pour
Rappeler que s'il y a des tensions entre les États membres, c'est aussi parce que tous les États membres ne reçoivent pas les mêmes montants au titre du budget européen. Je rappelle cependant que le principal outil de politique budgétaire en Europe reste la politique budgétaire nationale. L'outil du budget européen, c'est un outil un peu accessoire. Je rappelle du coup que c'est totalement le contraire aux États-Unis. Les budgets des États américains doivent être à l'équilibre, tandis que le budget de l'État fédéral sert à faire des transferts entre États et à mener une politique budgétaire au nom des États-Unis d'Amérique. Nous avons un budget européen qui aussi doit être équilibré. Donc, il est de montant assez relativement faible et en plus, il y a très peu de déficit, sauf à avoir des événements exceptionnels comme Next Generation EU. Donc, ce graphique vous montre l'affectation des dépenses entre les différents États membres. Vous pouvez constater que la France est le pays qui reçoit le plus au titre du budget européen. Donc, sur l'année 2024, un peu plus de 16 milliards d'euros. Les Italiens ont reçu 13 milliards d'euros et Allemands et Espagnols ont reçu jusqu'à 12 milliards d'euros. Donc, le fait de pouvoir continuer de bénéficier des fonds alloués au titre du budget européen va forcément être important pour les États membres. Et là, on ne voit aussi que des montants en euros, donc en millions d'euros. Évidemment, en proportion du PIB, il y a certains montants qui sont considérablement plus élevés, notamment pour la Pologne. Quand la Pologne reçoit 9 milliards au titre du budget européen, c'est beaucoup plus de pourcentage de son PIB que lorsque la France reçoit 16 milliards au titre du budget européen. Alors pourquoi est-ce qu'on va discuter aussi de ce budget européen? Je vais accélérer, rassurez-vous, parce qu'on a beaucoup de besoins d'investissement. Donc il est important de pouvoir avoir capacité à financer de nouvelles dépenses, parce que par exemple, si on se souvient du rapport Draghi, le rapport Draghi reprenait les évaluations de la Commission européenne selon lesquelles on a un déficit d'investissement en Europe de l'ordre de 800 milliards d'euros par an. Donc, on discute là sur 7 ans de 2000 milliards d'euros de budget qui ne seront pas consacrés exclusivement à faire de l'investissement. Mais notre déficit d'investissement serait de l'ordre de 800 milliards d'euros par an pour l'ensemble de l'Union européenne à 27. Alors évidemment, il n'est pas question que l'ensemble de ces investissements soient financés sur fonds publics. Ils doivent être aussi engendrés par le secteur privé. Mais on sait très bien aussi qu'un certain nombre d'investissements seront réalisés par le secteur privé pourvu que le secteur public soit également investi dans le même secteur, surtout quand il y a des risques sur la rémunération et sur le rendement de certains investissements. Mais ces 800 milliards d'euros, ça nous donne une ampleur des besoins. Et puis, ça nous dit aussi qu'un certain nombre de ces besoins ont trait à des biens publics européens, tels que la transition écologique. Et là, je vais vite, mais sur le calcul des besoins d'investissement pour réaliser dans l'Union européenne la transition écologique, il y a quand même un gros consensus entre les différents instituts qui ont contribué à ces évaluations, qu'il s'agisse d'I4C, de l'Institut Rousseau, de Bruegel ou de la Commission européenne elle-même. On tourne quand même autour de 400 milliards d'euros par an qui sont nécessaires pour assurer effectivement la transition écologique. Donc le budget dont on parle est loin des besoins. Je termine avec les ressources. Les ressources, il faut avoir bien en tête qu'aujourd'hui, elles sont de 4 natures. Il y a une contribution TVA. Je vais commencer par la deuxième. Je finirai par la première. Il y a une contribution TVA. Une partie des ressources au titre de la taxe sur la valeur ajoutée des différents États membres doit être reversée à l'Europe, de telle sorte à contribuer au budget européen. Donc ça, c'est une fraction de la TVA, donc c'est proportionné et proportionnel à la consommation des différents pays. Comme on a une politique commerciale commune, c'est une prérogative de l'Union européenne, tous les droits de douane de l'Union européenne sont remises au budget européen et contribuent au financement des dépenses au titre du budget européen. Et puis, on a créé cette contribution sur la quantité de déchets d'emballage en plastique non recyclés dans chaque État membre. Et comme je l'ai dit, comme il a été dit avant moi, comme le budget européen doit être équilibré, il faut que le montant des dépenses, quand on sait
mis d'accord sur cette masse soit équilibré par un montant total de ressources. Et c'est là qu'intervient la contribution sur le revenu national brut, qui constitue le résidu des recettes au titre du budget européen, c'est-à-dire la différence entre l'ensemble des dépenses allouées au titre du budget européen, ça peut être 1000 milliards comme ça peut être 2000 milliards, moins la contribution TVA, moins les droits de douane, moins la contribution plastique, qui va définir donc la contribution RNB, qui va être répartie entre les États membres au prorata de leur poids dans le RNB de l'Union européenne. L'Allemagne ayant un poids plus important parce qu'elle a un revenu national brut ou un PIB plus élevé que l'ensemble des autres États membres, mais elle va contribuer plus au titre de l'Union européenne que ne le fera ensuite la France, puis que ne le fera ensuite l'Italie, puis l'Espagne, etc., jusqu'à ce que chacun contribue. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un gros enjeu. Et du coup, comment sont réparties ces ressources? Là où je crois que la France recevait 16 milliards d'euros au titre du budget européen, elle contribue à hauteur de 24 milliards d'euros sur une année au titre du budget européen, là où l'Allemagne contribue à hauteur de 31 milliards d'euros. Tandis que la Pologne, qui recevait, je crois, 9 milliards d'euros, ne contribue qu'à hauteur de 7 milliards. Et donc, ça aboutit à ce qu'il y ait des contributeurs nets au budget européen. Il s'agit de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, et puis des bénéficiaires nets du budget européen, et l'Espagne figure même très légèrement, mais parmi les bénéficiaires nets du budget européen. Et donc, vous comprenez aussi que le montant, la répartition de la masse de dépenses va crisper les différents États membres parce que on veut recevoir au moins autant qu'avant, voire éventuellement plus, au détriment des autres, et tant pis. Et puis surtout, parfois, on n'a pas envie de payer la note, et donc on voudrait voir mieux répartie la charge des dépenses entre les différents États membres. Et donc, j'en ai presque fini. La proposition de la Commission européenne incorpore 5 nouvelles ressources propres. L'une qui va être relative au marché de quotas d'émissions, qui serait supposé rapporter presque 10 milliards d'euros par an. On ajusterait la taxe carbone aux frontières de telle sorte à ce qu'elle rapporte 1 milliard d'euros de plus par an. On créerait une nouvelle contribution non plus sur le plastique, mais sur tous les déchets bruns, je vais les appeler comme ça, e-waste, qui rapporterait 15 milliards d'euros par an. On créerait une nouvelle ressource propre sur une taxe sur le tabac qui rapporterait 11 milliards d'euros. Et puis, on ferait contribuer un certain nombre de grandes entreprises de telle sorte à engendrer presque 7 milliards d'euros de plus de dépenses. Si on somme toutes ces nouvelles ressources propres, on ne va pas régler le problème du financement de l'Union européenne si elle double le montant de son budget de 1000 milliards à 2000 milliards. L'autre petit bémol, c'est que l'Union européenne qui a fait Next Generation EU s'est endettée pour cela à hauteur de près de 600 milliards d'euros, mais l'Union européenne est supposée dégager de nouvelles ressources au plus tard en 2058, vous allez me dire on a le temps, mais l'Union européenne doit dégager de nouvelles ressources propres pour rembourser cet emprunt européen de 650 milliards d'euros. Je vous rassure tout de suite, jusqu'à présent, on n'a pas réussi à trouver de nouvelles ressources propres, mais la Commission continue de nous faire croire que lors de la prochaine programmation pluriannuelle, on y parviendra. Pour conclure, je pense que la négociation va être compliquée. Il va falloir clarifier les affectations de dépenses, clarifier les affectations de ressources. La programmation pluriannuelle des finances publiques est un exercice délicat qui requiert sans doute de la flexibilité et c'est un des maîtres mots de la proposition de la Commission. Je ne l'ai pas dit jusque-là, mais j'aurais dû. Si un certain nombre de postes de dépenses sont laissés un peu vagues, c'est parce que la Commission européenne voudrait pouvoir être plus agile dans l'utilisation du budget européen pour faire face aux futurs chocs qui vont frapper l'Union européenne. Mais malheureusement, les montants qui sont évoqués sont encore loin des besoins de l'Union européenne et les nouvelles ressources propres dont il est question sont particulièrement incertaines. Désolé d'avoir été un peu long et j'arrête le partage. Bon, merci à tous les deux. Je rappelle que vous pouvez
poser vos questions dans le chat. Hein. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a déjà posé, Philippe Laurent, 3 questions. Donc on va peut-être prendre un peu chacun de ces points un peu séparés. Alors la première question, effectivement, et pour faire écho à ce que disait Nicolas Jean-Breon au début de notre webinaire, c'est la question de la négociation entre les gouvernements et de cette question des contributions brutes et des contributions nettes. Donc Jérôme nous a expliqué la différence effectivement entre ce que les États versent au budget européen, contributions brutes, donc les ressources, et puis ce qu'ils reçoivent de la part de l'Union européenne, et le solde constitue les contributions nettes. Alors, est-ce qu'on a une idée un peu aujourd'hui de ce débat des contributions nettes? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En quoi ça va être difficile dans la négociation? À quoi peut-on s'attendre entre les différents gouvernements? Est-ce que, Nicolas Jean, tu peux nous éclairer un peu sur l'état du débat sur les contributions nettes? Oui, alors c'est absolument fondamental, mais je dirais que le débat sur les contributions nettes passe après le débat sur les contributions brutes. L'important, c'est ce que les États vont verser. C'est comme vous, si on vous dit que vos impôts servent à la défense, la justice, l'école, les hôpitaux, vous êtes très content d'avoir des retours, mais l'important, c'est ce que vous payez en impôts. L'important, c'est la contribution brute. Alors, je vais expliquer, je vais faire comment dire, ce petit commentaire. Il m'a fallu peut-être 20 ans pour arriver à cette phrase. Vous allez voir, le montant fait la contribution brute, le montant global du budget fait la contribution brute, et les rubriques font la contribution nette. Je m'explique. L'important, la dernière ligne, va fixer le montant que les États vont verser au budget de l'Union. Aujourd'hui, en France, pour la France, dans le CFP actuel, on versait en moyenne 26 milliards et dans le CFP futur, on verserait 38 milliards. Ça vous donne l'ampleur, indépendamment des retours que l'on va avoir. Alors maintenant, les retours, vous voyez bien que les rubriques vont faire les contributions nettes. Vous voyez bien que plus ou moins, plus la PAC aura d'importance, par exemple, pour être simple, plus la PAC aura d'importance et plus les retours français seront importants. Et chacun va avoir sa rubrique privilégiée. Alors les contributions nettes, elles sont très importantes dans le débat parce qu'elles sont très importantes dans les finances publiques. Il est utile d'avoir, si on veut être un peu sérieux, il faut faire des moyennes sur 3 ans. La moyenne pour l'Allemagne est de quasiment, je vais aller en chiffres ronds, hein, de 18 milliards d'euros en net. En net. La moyenne pour la France est de 6 milliards d'euros. Maintenant, ces montants globaux sont évidemment dépendent de la taille des États et il est certain qu'en prenant ces chiffres globaux, les petits États disparaissent du paysage. Et donc, au lieu d'avoir ces montants globaux, on cherche à calculer la contribution nette par habitant, qui change tout, ou en proportion du RNB. Et à ce moment-là, 5 États apparaissent largement contributeurs nets, et ce sont ces 5 États qui vont demander, j'en ai parlé, j'y reviendrai peut-être dans le débat, qui vont demander des aménagements à leur contribution. Alors ces États sont les suivants. Bon, je ne retrouve pas mon papier, mais je les connais. Allemagne en premier, Danemark, Pays-Bas, Autriche et Suède. Ce sont ceux pour lesquels la contribution nette, calculée non pas en global, mais en proportion du RNB et a fortiori
par habitant sont les plus importantes. Les contributions nettes, le pays qui paye le plus par habitant est les Pays-Bas. Chaque État, chaque habitant contribue à hauteur de 240 € par an. Nous en sommes à 90, nous. Hein. Et donc, il y a un moment où la contribution nette devient un problème politique. C'était tout l'enjeu de la fameuse phrase de Madame Thatcher et de l'accord de Fontainebleau. Il y a un moment où la contribution nette devient un problème politique et qui dépasse le cadre budgétaire, où les États vont demander des aménagements. Et rappelez-vous que les CFP négocient à l'unanimité, et les États vont être obligés d'accepter des aménagements et des rabais. Il y a aujourd'hui, ces 5 pays ont des rabais à hauteur de 5,5 milliards d'euros. Voilà la situation sur les contributions nettes. Je voudrais dire quand même une chose que j'ai évoquée au début et que M. Krill a rappelé, ce sont les crispations. Je vais détailler très rapidement la crispation. La crispation est évidemment budgétaire. Mais les réformes, et ça c'est l'expérience qui parle, je suis beaucoup plus vieux que tous ceux qui sont là, et j'ai cette expérience des anciennes négociations. La crispation se règle dès lors, on peut avoir toutes les réformes que l'on veut, dès lors que les États, au final, reçoivent la même chose. C'est ça qui est important. L'exemple typique, c'est la réforme de la PAC en 92, qui a été une réforme à 180 degrés. On a changé de réforme, nos étudiants ne savent peut-être pas, mais avant 92, l'Europe subventionnait ce qu'on appelle les interventions. Elle fait des interventions pour le stockage, ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle l'intervention. Et ça nous conduisait à la catastrophe. Il y avait des garanties de prix et de volume qui faisaient que les agriculteurs produisaient, étant sûrs que de toute façon, ils arriveraient à vendre, soit au marché, soit à l'Europe. La réforme a changé radicalement avec ce qu'on a appelé les aides, les paiements directs, c'est-à-dire les aides aux revenus. Et cela s'est fait en 92 parce que le montant de la PAC était exactement le même et la répartition était exactement la même. Le système a changé radicalement, mais chacun recevait à peu près le même montant. Les évolutions, par contre, au temps T, c'était le même montant. Après T+1, T+2, T+3, ça change. Mais au moment où la réforme se fait, il faut que les États aient la même chose. Et mais la même chose par habitant. Non, il faut que les agriculteurs, puisque nous, c'est ça qui nous intéressait, il fallait que les agriculteurs aient la même somme. Ah oui. Alors, toutes les réformes, il va y avoir des réformes. Et ça, je vais préciser une chose, chaque État va arriver avec ses lignes rouges, et dès lors qu'il y a l'unanimité, on sera obligé de les accepter. Et je suis sûr que la France aura, pour ligne rouge, d'avoir un montant pratiquement équivalent de la PAC. Les ministres ne peuvent pas rentrer en France en disant j'ai fait baisser, je me suis battu, mais j'ai été obligé de faire baisser la PAC de 30%. C'est pas possible. Et donc chaque État va avoir ses lignes rouges. C'est pour ça que je suis sûr que sur la PAC, je crois que sur la PAC, il est prévu une diminution du budget de 25%. C'est la proposition de la Commission.
Et les États qui sont intéressés par la PAC, on n'est pas les seuls, hein, mais la France en particulier, je suis sûr qu'à la fin, on arrivera à peut-être moins 10, moins 15%, mais pas plus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. La crispation, elle existe jusqu'à ce que les États reçoivent plus ou moins ce qu'ils avaient avant. D'accord. Donc, il y a à la fois une discussion sur les contributions brutes et puis une discussion après sur ce que chacun va recevoir avec les lignes rouges que tu Les nous as lignes données. Jérôme, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce débat entre contribution brute et contribution nette? Oui. Et j'en profite pour ajouter une question un peu spécifique pour toi sur Next Generation EU, puisque tu en as beaucoup parlé. Comment ces fonds de Next Generation EU vont être remboursés? Il y a une partie, ce sont des prêts, donc en réalité, ils n'ont pas besoin d'être remboursés par le budget européen. Mais il y a une partie, effectivement, qui ont été donnés aux États, hein, et donc là, ça va peser sur les finances. Donc, est-ce que, comment est-ce que tu articules, tu as dit que c'était au fond l'augmentation du budget est une prolongation de Next Generation EU, mais est-ce qu'effectivement ce budget plus important compense le fait qu'il va falloir rembourser les prêts? Est-ce qu'il est réaliste de pouvoir atteindre ce montant de 2000 milliards ou est-ce que les États vont chercher en fait à le diminuer, hein? Alors, tu me poses plein de questions, donc tu n'hésiteras pas à me rappeler les questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Je voulais peut-être dire une chose d'abord sur l'épisode des contributions nettes, alors qui sont arrivées, comme Nicolas Jean l'a justement rappelé, avec les discussions avec nos amis britanniques quand ils étaient membres de l'Union européenne, qui voulaient en avoir pour leur argent. J'ai mon collègue très estimé Jacques Lecacheux qui avait écrit un très beau papier il y a quelques années de cela qui s'intitulait Le poison du juste retour, puisqu'il y développait l'idée que le budget européen n'était pas un budget à se répartir entre les différents États membres pour bénéficier à tous, mais pour remplir un certain nombre d'objectifs comme assurer la cohésion. Et donc, si on veut assurer la cohésion, ben, c'est une politique un peu de Robin des Bois qu'il nous faut. Il faut prendre l'argent aux riches pour le redistribuer aux moins riches ou aux plus pauvres. Et donc, dans ce cas de figure, eh ben, il y a des contributeurs nets et il y a des bénéficiaires nets. Et c'est bien naturel, puisque c'est l'objectif de la politique de cohésion. Quant à la politique agricole commune, qui est une vieille politique qui a assuré l'alimentation des Européens au moment où ils étaient en situation difficile dans les années 60 jusqu'aux années 70, qui a provoqué sans doute beaucoup d'excédents. Eh bien, cette politique agricole commune, après les nombreuses réformes par lesquelles elle est passée, bah, contribue à une certaine souveraineté alimentaire et agroalimentaire européenne, bah, qui vaut peut-être la peine de financer sans se soucier de qui paye pour cela si ça retentit pour l'ensemble de l'Union européenne. Donc je voulais rappeler ça parce que je pense que Jacques avait eu une bonne idée et un très bon titre, Le poison du juste retour. Et je suis bien conscient que ça va revenir, ce poison-là, mais je pense il nous empêche d'avancer. Il nous empêche d'avancer dans de très nombreux domaines parce qu'à chaque fois qu'on parle d'étendre un budget européen, chacun veut faire prévaloir ses intérêts en disant, ben, si on fait de l'intelligence artificielle, eh ben, on veut que ce soit dans des usines qui seront situées dans ma région et pas dans la région du voisin, parce que je préfère que ce soit chez moi plutôt que chez quelqu'un d'autre. Et en plus, si je pouvais ne pas avoir à contribuer, ce serait encore mieux. Mais je pense qu'on ne se permet pas par ce genre de comportement politique, parce qu'il s'agit là de politique, d'assurer une vision stratégique pour l'Union européenne et d'aller vers la production des biens publics européens dont je crois avoir dit qu'on en avait besoin. Je voulais aussi, si je peux me permettre, réagir aux cris d'orfraie de nos pauvres amis des Pays-Bas qui contribuent tellement trop, excusez-moi l'expression, mais là c'est tellement trop au budget européen que vraiment ils ont besoin d'un rabais. J'ai rappelé tout à l'heure une évidence, hein, les droits de douane sont reversés au budget européen et les Néerlandais ont cette chance d'avoir un port très efficace, le plus grand d'Europe, Rotterdam,
qui permet de faire rentrer beaucoup de recettes fiscales en Europe, qui sont évidemment allouées à qui? Au pays auquel appartient Rotterdam. Donc, nos amis néerlandais qui, du coup, se moquent un peu de nous quand ils nous disent qu'ils contribuent beaucoup trop au budget européen. Je pense que si jamais ils ne pouvaient plus voir leur commerce passer par Rotterdam, c'est l'ensemble de leur économie qui ont payé les conséquences. Donc, ils sont très heureux que Rotterdam permette de contribuer au budget européen, mais ça ne devrait pas être comptabilisé dans leur contribution nette. Ensuite, donc après, tu m'as interrogé, Maxime, alors sur Next Generation EU. Donc, effectivement, la moitié de ce Next Generation EU étant constituée de prêts et une partie de ces prêts n'ayant même pas été réclamés, on n'a pas de problème de remboursement pour les États membres. Ça, c'est toujours ça de régler. Mais on a toujours 350 à 400 milliards d'euros qui n'ont pas été donnés, hein. Ce sont des subventions à charge pour les États membres de finalement rembourser avec la possibilité qu'in fine, ce soit les pays les plus riches de l'Union européenne qui doivent rembourser le plus de ces dépenses-là, contribuant dès lors à une sorte de partage de risque, à une solidarité qui n'est pas si différente du fonctionnement d'une politique de cohésion. Voilà, donc je voulais rappeler ça. Et si j'ai parlé de Next Generation EU, c'est aussi parce que je crois que la Commission européenne est plutôt contente de l'avoir fait et je dirais qu'elle a sans doute raison d'être satisfaite. Ça marche et ça marche pas aussi parfaitement qu'il l'aurait souhaité, mais c'est normal, c'est nouveau. Mais je trouve qu'effectivement le doublement du budget européen entre l'actuelle mandature et la prochaine programmation pluriannuelle semble correspondre au montant de Next Generation EU, plus les fonds alloués à la défense, hein, parce qu'il y a un nouvel instrument qui s'appelle SAFE, qui est basé lui aussi sur des prêts cette fois-ci. Mais voilà, donc on met bout à bout tous ces nouveaux programmes, mais on a envie de nous le présenter dans un seul package. Voilà, c'est pour ça que moi je pense que Next Generation EU est important dans la façon dont la Commission européenne stratégiquement a présenté son budget. Est-ce que je peux engager un petit débat ou est-ce qu'on prend Ce une serait bien. question? Vas-y. Alors, je connais bien M. Cacheux, j'ai même débattu avec lui. Sa force est d'avoir eu un titre absolument formidable, imbattable, Le poison du juste retour. Évidemment, tout le monde le connaît. 30 ans après, ça fait encore, vous voyez, je ne pensais pas que j'entendrais ce titre-là 30 ans après, mais c'est formidable. Alors, Monsieur Krill, on ne se connaît pas. Et je vais vous dire que je vois tout de suite que vous êtes économiste. Absolument, oui. Je le Voilà. revendique. Et que vous revendiquez à juste titre. Et moi, je vais vous dire que j'ai travaillé en politique et que la CFP, c'est une négociation budgétaire et c'est une négociation politique qu'il faut l'intégrer. Et M. Cacheux, que je connais bien, que vous connaissiez mieux que moi, mais que j'ai connu aussi, il raisonne en politique. Et il y en a énormément qui disent qu'il faut faire ci, ça, qu'il faut faire un budget à 5%, etc. Tout le rapport Sapir, etc. On connaît tous ça. Enfin, ceux qui ont un peu de culture économique connaissent ça. Mais la négociation budgétaire, c'est aussi une négociation politique. Et un État, comme je l'ai dit, a conscience, fortement conscience de ses intérêts financiers et il calcule ses soldes nets, qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. C'est peut-être pas bien. C'est peut-être, il faudrait faire autrement, mais c'est comme ça. Et dès lors qu'il y a l'unanimité, eh bien, ces 5 États qui sont contributeurs nets largement vont demander quelque chose. Alors la question aujourd'hui n'est pas tout à fait celle-là. Elle est celle-là en partie parce qu'ils vont redemander à bénéficier de rabais. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment on répartit les rabais. Parce que au moment, vous savez, enfin, je le dis à nos spectateurs, la France est le premier contributeur au rabais. On doit verser 1,7 milliard, 1,5 milliard. Pour l'ensemble des rabais fait 5,4 milliards. Et nous, les rabais nous coûtent 1,5 milliard. On est le premier contributeur.
Bien. Seulement, la France, entre 17 et entre 2017, au moment où on a fait ces calculs, et le moment où on va renégocier, on négocie un nouveau cadre, a perdu en richesse, et alors qu'elle était à, je crois, à peu près à 103 ou 104, pour un niveau de richesse moyenne à 100, la France était à 104, elle était légèrement supérieure à la moyenne. Aujourd'hui, on est légèrement inférieur à la moyenne. Alors la question qui se pose est, est-ce aux États dont la richesse est inférieure à la moyenne de payer pour les riches? Mais c'est complètement une autre question. C'est-à-dire que moi, je prends le problème politique en disant les rabais seront à nouveau négociés et c'est incontournable. L'unanimité, il faut se rappeler qu'il y a l'unanimité. Et je transforme la question, est-ce à nous, dont le niveau de vie est inférieur à la moyenne européenne, de payer pour eux? C'est tout à fait différent. Je n'ai pas d'illusion ou de naïveté sur la teneur et les difficultés des négociations politiques, et je suis bien certain que Jacques Le Cachot n'avait aucune naïveté là-dessus. Mais je pense qu'il était important, lorsqu'il a fait ce papier, et je pense qu'il est important de rappeler que, compte tenu des besoins d'investissement que nous avions, compte tenu des besoins d'investissement que nous avons aujourd'hui, compte tenu justement du décalage de notre activité économique française, mais surtout européenne, notamment par rapport aux Chinois et aux Américains, de trouver le moyen d'avoir potentiellement une dette européenne plus importante, de telle sorte à dynamiser notre économie de l'Union européenne. Et effectivement, il y aura toujours des bagarres entre les États membres, malheureusement sur des sommes qui sont loin du compte et qui restent par rapport aux budgets nationaux relativement dérisoires. Parce que là, vous parlez de milliards, voilà, mais quand on voit qu'on est à des dépenses publiques de 9 000 milliards, qu'est-ce que c'est qu'un milliard, hein? Alors évidemment, pour nous autres individus, c'est beaucoup. Pour une entreprise, c'est beaucoup. Pour l'Union européenne, c'est pas grand-chose, quoi. Donc voilà, mais je suis conscient des limites de l'économiste dans les discussions budgétaires européennes. Ne vous inquiétez pas. Alors, donc effectivement, oui, donc c'est cette négociation des rabais, hein, puisque c'était au départ les Britanniques qui avaient demandé un rabais, et ils ont quitté l'Union, mais ils nous ont laissé le rabais, qui effectivement profite, hein, aux 5 pays qu'a cité Nicolas Jean-Breton. Alors, je profite de ce que tu as mentionné, la dette européenne, Jérôme, pour vous interroger tous les deux sur les perspectives justement de nouvelles dettes européennes. Parce que un de nos auditeurs nous dit que le président de la Bundesbank aurait fait une déclaration favorable le mois dernier, le 12 février, à une nouvelle dette européenne. Est-ce que ça vous paraît possible qu'on émette de nouveaux eurobonds? Je sais que c'est une demande fréquente de la France. Dans les nouvelles dettes, bon, il y a Next Generation EU qu'on va rembourser. Il y a aussi l'instrument SAFE, hein, que tu as mentionné, Jérôme, mais qui va être remboursé par les États, puisque ce sont des prêts de la Commission aux États. Je crois qu'il y a aussi le nouveau prêt pour l'Ukraine, qui a été décidé de 90 milliards d'euros. Donc, comment est-ce que ça va peser sur les finances? Et est-ce qu'il est envisageable, dans le cadre de cette négociation, effectivement, de sortir, entre guillemets, par le haut, c'est-à-dire en accroissant la dette européenne? Peut-être Jérôme Oui, d'abord. oui. Mais Nicolas Jean parlait des lignes rouges dans la négociation, hein, lors de cette négociation sur la programmation pluriannuelle. Euh, j'ai effectivement vu, hein, la déclaration du président de la Bundesbank. Je ne sais pas si c'est s'il partage des sentiments sur la question de la dette européenne qui soient conformes à ceux du gouvernement fédéral allemand. Mais moi, il m'avait semblé avoir compris que les Allemands étaient très réticents à recommencer d'émettre une dette européenne sous forme d'eurobonds dans les prochaines années. Une de leurs positions que j'ai pu entendre étant de dire, comme on vient de le faire
dans le cadre de Next Generation EU, excusez-moi d'en reparler à nouveau, ça se termine l'allocation des fonds en 2026. Ben, attendons de voir si ça produit les effets attendus. Parce que si on remet ça, si on fait un Next Generation EU 2.0 et qu'in fine, on constate au bout de 10 ans que Next Generation EU ou 1.0 bah, n'a pas réalisé d'investissement très différent de ce qu'on aurait fait sans cet argent, on n'a pas accéléré la transition écologique beaucoup plus qu'on ne l'aurait fait sans ça, on n'a pas fait de transition digitale beaucoup plus que ça, et puis la cohésion n'a pas mieux fonctionné. Bah, ça ne sert peut-être pas à grand-chose. Donc moi, j'avais le sentiment que les Allemands étaient plutôt dans une position attentiste et que ce n'est pas lors de cette programmation pluriannuelle qu'on entendrait reparler de leur part de franchir à nouveau la ligne rouge, d'émettre une dette publique européenne. Parce qu'il faut bien avoir en tête qu'à partir du moment où l'Union européenne émet sa propre dette publique, il y a un potentiel partage des risques entre les différents États membres, parce que si on émet en commun une dette publique pour financer des investissements en Italie et que l'Italie n'a pas une grosse rentabilité sur son investissement et peine économiquement et qu'en plus il faut l'aider, le remboursement de la dette ne pourra pas porter potentiellement sur les épaules de l'Italie, et qui devra payer? Les Allemands, comme ils ont coutume de dire, les Allemands payent toujours à la fin et ils n'aiment pas ça. Et donc, dans ce cas de figure-là, je pense que franchir à nouveau la ligne rouge n'est pas tout à fait d'actualité, sauf, mais je veux bien avoir tort, si le président de la Bouba s'est exprimé quasiment au nom de l'ensemble de l'Allemagne, mais je ne crois pas que c'était le cas. Je sais qu'il a poussé en faveur, comme Mario Draghi passe son temps à considérer que, en dépit du fait qu'on ait dit que son rapport était extraordinaire, qu'il avait mis le doigt sur les difficultés que nous rencontrions, qu'il avait mis le doigt sur les solutions qu'il fallait apporter à ces difficultés, notamment pas simplement la simplification, parce que ça a été entendu et réalisé, mais aussi mettre en œuvre une politique en faveur de la recherche et du développement européenne financée sur une dette européenne. Il passe son temps à dire, mais on n'a rien fait de ce qui est dans mon rapport. On me dit qu'il est formidable, mon rapport, mais ça n'a pas avancé d'un iota. Donc, moi, je suis malheureusement pessimiste sur une avancée sur ces questions, même si personnellement et en tant qu'économiste, je pense que c'est une solution qu'il faut envisager pour sortir de notre difficulté. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, en 2020, il y a eu pas seulement le blocage de l'Allemagne. L'Allemagne avait accepté de faire le plan de relance sous la forme de l'endettement, mais plusieurs pays avaient bloqué ce qu'on appelait les pays frugaux, hein, notamment ceux qui contribuent beaucoup en contribution nette au budget, et qui avaient obtenu une diminution de la part des dons par rapport à la part des prêts, puisque les prêts sont remboursés par les États, alors que les dons, voilà, ça Oui, tu fais bien de le est rappeler. financé sur le budget. Nicolas Jean, une remarque sur cette question de Oui, la défense européenne? oui, une remarque, deux remarques. La première, c'est que il faut se rendre compte de la nouveauté du prêt. Le Next Generation, ça a été un séisme dans le domaine budgétaire. Comme je l'ai dit, je suis un ancien ici, et le CFP était un carcan, et le dogme budgétaire absolu européen était l'équilibre budgétaire et le financement intégral des dépenses par des ressources propres. Et donc, pendant 50 ans, il n'était pas question d'avoir un emprunt. Ça a été une révolution budgétaire considérable. Première question. Et donc, il y a malgré tout, ça a été fait une fois, est-ce qu'on peut le reproduire? On a franchi, si je puis dire, la ligne rouge. Les Allemands ont accepté d'avoir un financement par l'emprunt, qui était une révolution budgétaire en Europe et une révolution budgétaire encore plus importante. Donc en Allemagne, est-ce qu'ils voudront aller plus loin, même si les autorités le mentionnent? Premièrement, ça c'est la première question. Deuxième question, il y a quand même un sujet qui va se poser, qui a été évoqué par M. Krill.
C'est le subjonctif ou le conditionnel, je ne sais pas quel temps qu'il faut utiliser. Il a évoqué les nouvelles ressources propres. Bien, à chaque CFP, à chaque négociation budgétaire, la Commission annonce des nouvelles ressources propres. Et au résultat, il n'y en a pas, ou presque pas. Euh, lors du la seule résultat qu'il y a eu est la ressource plastique, qui, ça n'a pas été dit par M. Krill, et je vais le dire, n'est pas une vraie ressource propre nouvelle. C'est un mode de calcul de la ressource RNB, car en réalité, comme ce n'est pas payé par les producteurs de plastique, mais par les contribuables, la ressource plastique est payée par le contribuable. Il y a eu un amendement lors du débat budgétaire pour faire payer les producteurs de plastique qui a été rejeté. La contribution plastique est une fausse nouvelle ressource propre. C'est un nouveau mode de calcul de la ressource RNB. Et donc là, on nous annonce 5 nouvelles ressources. Alors, je crois que la dernière fois, il y avait la taxe sur les transactions financières qui est dans les choux. Il y avait la taxe GAFA qui a été appliquée par certains États, mais pas par tout le monde. Il y avait des taxes, on a repris des taxes sur le marché carbone aux frontières. Et voilà. Donc la Commission annonce 5 nouvelles ressources à hauteur de 50 milliards par an. Bien, il est presque exclu. Il y en a déjà 2 qui sont quasiment exclus. C'est la ressource sur les grandes entreprises. Les Allemands n'en veulent pas. Et j'ai bien peur que la ressource assise sur les tabacs ait le même sort, car les États, certains, au fond de la compétition de la fiscalité sur les tabacs, un atout de compétitivité. Et quand on leur dira oui, c'est un atout, mais maintenant vous allez avoir une taxe minimum de X euros, ils ne seront pas d'accord. Donc, en fiscalité, il faut l'unanimité, et l'unanimité, il n'y aura jamais d'unanimité sur les tabacs. Donc déjà, sur les 5 ressources, il y en a 2 qui sont exclues. Alors après, et je suis sûr que sur les 5, il en restera une. C'est ce qui se passe depuis toujours. Une ou une et demie. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe si les 50 milliards ne sont pas là? Alors là, oui. Là, on se retrouve avec un problème. Est-ce que les États ne préféreront, malgré leur opposition aux emprunts, est-ce qu'ils ne préféreront pas quand même avoir un emprunt plutôt que le fait de ne pas retrouver ces 50 milliards se reporte sur la contribution RNB? Ça, c'est la question. C'est comme ça que la question va se poser. Pas de nouvelles ressources propres, parce qu'en réalité, 50 milliards sont complètement illusoires. Au mieux 10, donc il en restera 40. Est-ce qu'il vaut mieux répartir ces 40 sur le RNB des États ou repartir sur l'emprunt? C'est comme ça, à mon avis, que la question va se poser. Jérôme? Ouais, je voulais juste ajouter un petit point qui va certainement dans le même sens, en tout cas dans le sens de ce que je disais avant, c'est que alors, je suis économiste, donc c'est un premier défaut, et je ne suis pas juriste, ça fait un deuxième défaut. Mais juridiquement, il m'a semblé avoir compris qu'en vertu des traités actuels, il était impossible de refaire le coup, en tout cas de faire le coup de manière permanente, d'un emprunt européen et donc d'un déséquilibre permanent du budget européen. Oui, En vertu des traités, le budget de l'Union européenne doit être équilibré. En l'absence de circonstances exceptionnelles, le Covid était une circonstance exceptionnelle et on a pu faire ce fameux Next Generation EU. Là, il faudrait trouver de nouvelles circonstances exceptionnelles et si jamais on en trouvait, le fait qu'elles soient fréquentes les rendrait sans doute moins exceptionnelles. Donc, je pense que juridiquement, on a aussi une contrainte forte à pouvoir recourir à un emprunt européen ou à une dette européenne. On l'appelle comme on veut. Voilà, je pense que ça limite aussi les solutions européennes à cette crise, à moins qu'on change les traités, mais là, on rentre dans toute autre chose. Là aussi, il y a de l'unanimité. alors je réponds à ça. Le CFP, la partie budget restera, est
a été, est et restera financé intégralement par des ressources propres. Mais la Commission est habile, elle contourne en disant que c'est hors budget. C'est la même chose, voilà. Donc, elle fait un nouveau pilier, et elle le fait avec Next Generation UE, elle le fait aussi avec la défense, où elle dit qu'elle ne s'occupe pas de défense, mais de compétitivité. Pour contourner, si vous voulez, il y a depuis 7 ans, depuis la présidence Van der Leyen, une évolution subtile et, je dirais, pour les États, un peu préoccupante, d'un glissement de la Commission qui a financé en parallèle des actions par l'emprunt, alors que c'était absolument impossible avant, et qui intervient dans des domaines qui lui étaient interdits jusqu'à présent. L'exemple de la défense, c'est caractéristique. La défense, la PESC est une compétence des États, et elle dit officiellement, hein, c'était une réponse, enfin bon, peu importe, une réponse officielle de la présidente de la Commission au président du Sénat, qui lui dit pratiquement texto, non, non, je ne m'occupe pas de défense, je m'occupe de compétitivité. Voilà. Donc, on contourne les choses, comme vous voyez, et ça, c'est la présidence von der Leyen qui est, qu'on appelle aujourd'hui proactive, mais, et on trouvera toujours un moyen de trouver un moyen juridique, de contourner les contraintes. C'est très important. Alors, vous avez traité la question de la fiscalité, hein, la fiscalité directe, les ressources propres. Donc, c'était effectivement une partie des questions qu'on avait reçues. Je viens un peu vers les dépenses. Comment est-ce que vous voyez donc l'évolution des dépenses, des grandes priorités? Jérôme nous a exposé la réduction voilà, des dépenses consacrées, en tout cas en pourcentage, à l'agriculture et à la cohésion. Comment vous voyez l'industrie de défense? Moi, j'avais lu une nouvelle qui disait que, je crois que c'est le commissaire Kubilius qui disait qu'on pourrait allouer jusqu'à 10 milliards d'euros par an, je crois, sur la défense dans le prochain CFP. Est-ce que quelqu'un pose la question qui réside aux Émirats arabes unis? Comment est-ce que on peut réorienter ces dépenses dans le contexte géopolitique actuel qui peut affecter nos objectifs de compétitivité? Est-ce que, par exemple, il est prévu de dépenser plus sur le nucléaire, hein? Madame von der Leyen a eu des déclarations favorables au nucléaire avant. Comment est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez plutôt, c'était un débat, je me souviens, dans les cadres financiers précédents, tout le monde disait il fallait avoir plus de dépenses sur le marché intérieur, l'innovation, la recherche, etc., les dépenses d'avenir par rapport aux grandes politiques redistributives. Et finalement, dans la négociation, quand on diminuait les montants, bah, c'était les dépenses d'innovation qui étaient sacrifiées. Donc, comment vous voyez ce débat sur les grandes priorités par rapport aux grandes politiques de l'Union européenne? Donc moi, je vais répondre sur la défense. Et puis, à moins que M. Krill je vais peut-être répondre sur la défense. Les autres priorités, innovation, compétitivité, vous parlerez mieux que moi sur ce. Enfin, vous parlerez mieux que moi, c'est sûr, mais vous connaissez mieux le sujet que moi. En revanche, sur la défense, j'ai travaillé beaucoup sur ce sujet. Et c'est une préoccupation. Moi, j'ai été surpris dans le CFP précédent, actuel, en tout cas 21-27, il y avait une rubrique défense qui a été noyée dans la rubrique et le mot n'existe plus. C'est très important la partie. La Commission a un rôle politique, moins budgétaire. Le budget, c'est la maîtrise des États. En revanche, la présentation politique est très importante. Et l'articulation des rubriques a toujours changé. Chaque CFP a changé sa présentation. Et là, j'ai été surpris que la défense n'y figure pas explicitement. Elle est incluse dans la partie compétitivité. Alors, 10 milliards, c'est en effet le chiffre qui est annoncé et sur lequel on va être d'accord parce qu'il y a évidemment un besoin qui est accepté par tout le monde. Le problème, c'est que l'argent ne fait pas tout, si je puis dire, et que si on rentre dans le détail, on va gommer, on va oublier
le principal, enfin pas le principal, l'argent c'est le principal, mais on va oublier d'aborder une question qui est absolument capitale dans tous les débats sur l'Europe de la défense, à savoir qui décide. Qui décide de l'affectation des crédits? On a l'expérience du Fonds européen de défense, qui est en réalité la première étape, la première brique du futur de l'EDIP et des 10 milliards prochains, c'est-à-dire un fonds qui finance les capacités de l'industrie de défense. On a cette expérience, et l'expérience n'est pas trop fameuse pour deux raisons. Parce que la Commission fait de la politique de retour sans le dire, en faisant en sorte d'équilibrer les dépenses. Le Fed, le Fonds européen de défense, et tous les États bénéficient des crédits du Fed. Est-ce qu'il y a une industrie de défense hyper performante à Chypre ou en Roumanie? Certainement, certainement, mais on ne les connaît pas bien. Mais la logique de la Commission, c'est d'équilibrer les nouveaux instruments pour que tout le monde en profite. Premier handicap, privilégier la cohésion et l'équilibre à l'efficacité. Et deuxième sujet, le Fed est décidé in fine par la Commission, c'est un fonds budgétaire décidé par la Commission avec deux comités d'experts, un comité d'experts et un comité des États membres. Donc, dès lors que vous avez un comité qui va choisir l'affectation des crédits militaires, vous avez un comité à 27. Et les 27, ils vont privilégier forcément, à un moment ou à un autre, l'équilibre. On revient au premier, ils vont privilégier forcément l'équilibre géographique des crédits. Donc, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de la gouvernance, à savoir qui décide de l'affectation des crédits, et sur ces sujets de défense, c'est absolument capital. Et je termine avec la défense pour vous dire que sur les 10 milliards, il y aura une partie qui a été oubliée dans le CFP précédent et qui va être cette année privilégiée, c'est la partie mobilité militaire, c'est-à-dire permettre aux équipements, pour être clair, aux chars de traverser les frontières sans être ennuyés par les ponts et les tunnels. Ça avait été sollicité, ça avait été évoqué par la Commission dans le précédent CFP, et puis pour des raisons budgétaires, on avait renié. Et je crois que de mémoire, la Commission avait proposé 7 milliards et on était revenu à 1 milliard. Et cette année, il y aura clairement un fonds sur la mobilité militaire pour les raisons que l'on connaît. Voilà. Alors, je laisse la parole à M. Critt sur l'innovation et sur la compétitivité. Et peut-être aussi un élément dans les dépenses, ça a aussi été posé dans le chat, sur la question des futurs élargissements. Est-ce qu'il y a de l'argent qui est prévu au cas où on aurait de nouveaux États membres, des Balkans ou même un plus gros, l'Ukraine, dans l'Union européenne? Alors là, je vais être plus vague. Il me semble qu'il y a toujours eu des fonds alloués dans le budget européen aux pays avec lesquels on a des partenariats suffisamment forts pour contribuer à faciliter leur adhésion. Pour autant, il ne m'a pas semblé qu'il y avait actuellement une adhésion accélérée. Je ne suis pas tout à fait certain qu'il y ait des fonds actuellement affectés à cette question, notamment si l'Ukraine venait à adhérer de manière accélérée à l'Union européenne. Donc là, je suis
Désolé, j'ai pas la réponse à cette question. Tu posais des questions, Maxime, sur les priorités et enfin, je voudrais bien enfin, j'aimerais y répondre certainement, mais j'ai envie de rappeler une chose, c'est que on discute là depuis plus d'une heure sur une programmation pluriannuelle des finances publiques qui se fait par tradition. C'est sur 7 ans. La première fois que ça a été fait, c'était pas écrit que ça devait durer 7 ans. On a sans doute voulu s'assurer de financement sur la durée entre les États membres pour contribuer à de grandes politiques, la politique de cohésion et la politique agricole commune. Bon, ben voilà, on a gardé cette tradition et dès lors, on manque d'agilité dans la gestion du budget européen. Il n'y a qu'à voir le fait qu'on a négocié le budget européen de 2021 à 2027 suffisamment avant 2021 pour qu'on ne puisse pas incorporer la question de la pandémie, parce que quand on négociait, ben, il n'y avait pas de pandémie, que forcément on n'avait pas pu anticiper l'invasion russe en Ukraine, qu'on n'avait certainement pas anticipé les bombardements israéliens et américains en Iran. Toutes sortes de choses auxquelles il nous faut maintenant réagir et qui réclament des fonds, dont une politique de défense, dont toutes les choses dont Nicolas Jean vient de parler. Et donc la Commission européenne, elle fait une proposition en étant presque vague sur les priorités parce que ce qui lui importe, c'est d'avoir 400 à 500 milliards d'euros parmi les 2000 milliards d'euros du budget qu'elle puisse allouer au fil de l'eau en fonction des priorités qui vont émerger pendant les 7 ans de la programmation pluriannuelle. Ce qui du coup pose la question de l'affectation entre les États et du mode de financement de cette augmentation au budget. Donc, c'est quoi les priorités de la présidence de Madame von der Leyen? Ben, on croyait que c'était la compétitivité. Maintenant, on apprend que c'est aussi le nucléaire. Maintenant, on apprend que c'est aussi la défense, que la défense, c'est de la compétitivité, que la défense, c'est de la politique industrielle. Et on risque de faire une des erreurs qu'on a commises avec la politique agricole commune, c'est-à-dire subventionner nos agriculteurs pour qu'ils achètent des tracteurs américains. Là, on va subventionner les États membres pour qu'ils achètent des munitions qui ne seront pas forcément produites sur le sol de l'Union européenne et qui seront potentiellement produites par les Américains. Les Américains, le sachant, bah, monteront les prix parce que s'ils savent que le client a des moyens, bah, ils peuvent se permettre d'augmenter les prix. Et donc, on est aussi dans une situation où en termes de communication, on relie la question de la défense à une question de politique industrielle en faveur du renforcement de la compétitivité européenne, en oubliant au passage que ceux qu'on va sans doute favoriser, au moins à court moyen terme, ce sont ceux qui sont les plus gros producteurs en termes de défense sur la planète, qui sont pas simplement européens, mais aussi américains. Et donc, voilà les priorités. Donc, oui, il y a des priorités, mais il y a une masse importante de ce budget qui n'est pas allouée de manière ou affectée de manière précise, qui rend difficile de tirer des conclusions sur la vision stratégique de la Commission européenne en termes de budget européen pour les 7 prochaines années, quand ce budget aura été accepté. Voilà, Alors, c'est pas une réponse oui, sur la satisfaisante, j'en défense, suis désolé, mais il y a quand même, me semble-t-il, un objectif d'augmenter la production en Europe. Oui. Je crois que c'est clairement, et même que ce soit des dépenses des États membres, éventuellement sous forme de prêts par la Commission ou des dépenses du budget européen, et avec quand même une clause qui a été introduite à la demande de la France d'ailleurs, hein, de dire qu'on devait quand même avoir pour objectif de réserver 65% des dépenses à des achats en Europe. Donc il y a quand même on sent quand même que c'est cette idée de renforcer l'autonomie stratégique et de produire davantage en Europe et d'être moins dépendant des importations, y compris des importations américaines. J'ai quand même l'impression que c'est un objectif qui est partagé. Bon, on arrive un peu à la fin du webinaire, donc je pense qu'on n'a pas peut-être pris toutes les questions. Il y avait une question qui était de savoir qu'est-ce qui se passerait si le budget n'était pas approuvé.
Bon, j'ai quand même l'impression que voilà, ça n'est jamais arrivé et que la pression du temps, à un moment donné, va obliger les États membres à se mettre d'accord. C'est toujours arrivé comme ça, parfois en dernière minute. Mais est-ce que vous avez tous les deux une préscience, hein, quelque part, du calendrier? Est-ce que on pourrait Là, il faut qu'on adopte ce cadre avant 2028. Donc c'est une négociation qui a commencé en 2025, mais qui peut potentiellement se terminer à la fin 2028, en incluant le vote du Parlement européen avant la fin 27, pardon, oui. Et puis, mais bon, parfois j'en entends dire aussi qu'il pourrait y avoir un intérêt à conclure cette négociation avant les élections présidentielles françaises. Comment est-ce Pas que que. l'un et l'autre, vous voyez la fin la fin de partie? La Commission européenne m'a semblé être très claire dans sa volonté de parvenir à un accord unanime sur le budget européen d'ici la fin de l'année en cours, 2026, de telle sorte à pouvoir négocier ce budget européen avec les actuels présidents et premiers ministres européens avant de grandes élections générales, et pas simplement en France. Il me semble qu'il y en a aussi en Italie l'année prochaine, et je crois qu'il y a au moins 4 ou 5 autres pays dans lesquels il y aura des élections générales en 2027, ce qui pourrait évidemment modifier d'une part le visage des négociateurs et l'identité des négociateurs, et puis aussi les orientations européennes des différents États membres. Donc je crois que la Commission européenne, si elle a commencé à négocier peut-être un peu tôt, c'est aussi parce qu'elle espérait aboutir assez tôt. Mais comme tu l'as dit, il n'y a pas d'obligation légale d'aboutir avant la fin de 2026, et que certainement il faudra des capacités négociatrices de la Commission européenne exceptionnelles pour parvenir à un accord d'ici la fin de l'année, parce que la proposition qu'elle a faite a été froidement accueillie par de très nombreuses capitales. Ça, c'est une certitude. Chacun vraiment a cherché ses petits. Et donc, Négociation de la Commission et du président du Non, Conseil européen, qui joue un rôle important pour essayer de trouver des compromis entre les États membres. Nicolas Jean, le mot de la fin oui, là-dessus? oui, 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 oui. Je reviens au départ, parce que la commission maintenant, elle a donné le dossier, mais c'est entre États. C'est entre États. Alors, la commission structure le CFP. Et je pense que les rubriques seront gardées par les États. Les montants sont définis par les États. Parce que c'est très simple, parce que c'est une question juridique du traité. Le CFP est adopté à l'unanimité. Dès qu'il y a l'unanimité, ce sont les États. La maîtrise est entre les États. Alors, l'expérience montre qu'une négociation courante dure à peu près 18 mois et que la phase de crispation dure 15 jours. Crispation où tout le monde claque les portes, etc. Évidemment, là, l'échéance, alors il y a deux questions. Il y a l'échéance des élections. On connaît évidemment l'élection française qui évidemment, euh, évidemment capitale, y compris pour la négociation du CFP. Mais je vais ajouter un autre sujet, une autre question qui n'est pas liée aux élections, mais qui me paraît, c'est curieux d'ailleurs qu'on ne l'ait pas évoqué jusqu'à présent. Heureusement qu'il y a la conclusion pour ça. Le CFP, il a toujours été décidé à la fin par l'Allemagne. Pour une raison très simple, c'est que c'est le premier financeur et que l'Allemagne a une diplomatie active très efficace, on l'a vu avec le Mercosur. Rien ne se fait contre l'Allemagne et en matière budgétaire, c'est l'Allemagne qui tranche pratiquement tout. Les montants, les politiques, les rabais. La question qui se pose, c'est peut-être le mot de la fin, je ne sais pas,
mais je la pose et je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si quelqu'un l'a aujourd'hui. On ne sait pas quelle sera la position de l'Allemagne sur les questions de défense. Il s'engage de façon bilatérale, il s'engage de façon nationale, clairement, avec des plans massifs. Dans quelle mesure accepteront-ils que la Commission s'en mêle trop? On ne le sait pas, je ne le sais pas. Il y a vraiment une interrogation du milieu économico-industriel militaire sur la position allemande en matière militaire. Et donc là, l'enjeu qui était à une orientation claire de la Commission sur... Enfin, tout le monde est d'accord pour favoriser, pour lancer comment dire, un volet défense que la Commission va appeler compétitivité, mais qui aura réalisé un volet défense. Quelle sera la position de l'Allemagne sur le sujet? Il y a vraiment une grosse interrogation. Bon, bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux, à Nicolas Jean-Breton et Jérôme Krill, d'avoir essayé d'éclaircir pour nous cette négociation tout à fait cruciale qui n'en est qu'à son début, même si la Commission a fixé l'objectif pour la fin 2026. J'espère que, on remercie notre auditoire d'avoir suivi ce webinaire qui sera bien entendu rediffusé en replay comme tous nos webinaires. Et j'espère que cette discussion aura permis effectivement d'apporter un peu plus de clarté sur les enjeux, les difficultés, les perspectives hein, de cette très très grosse négociation européenne dans le contexte géopolitique qu'on connaît. Merci aussi évidemment à Vanessa hein, pour la co-organisation de ce webinaire, à Aurélie Lelièvre qui nous aide comme toujours à monter ces webinaires. Et puis le prochain webinaire aura lieu sur les questions de montée du populisme le 1er avril. Donc rendez-vous à ceux qui le souhaitent pour le 1er avril. Merci encore à tous et à toutes et très bonne soirée. Merci, Merci bonne beaucoup. soirée. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.